Parce que c'est vraiment potentiellement un changement de paradigme complet. Ce qu'elle est en train de nous dire, en fait, c'est, et elle le dit, elle l'écrit plus tard dans le livre, c'est « je ne suis pas obligée d'aimer mes parents ». Pour moi, ça a été une énorme claque. Ça a été une énorme claque, et cette libération, elle est nécessaire si on veut pouvoir aller vraiment à la rencontre de notre enfant intérieur, à la rencontre de toutes les parts de nous. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode. J'avais dans l'idée que cet épisode allait être un épisode sympa sur les parts de soi. Et puis, je suis allée dans ma bibliothèque. Et quand je suis allée chercher dans ma bibliothèque, j'avais l'intention à la base de prendre le livre « Pourquoi nous sommes essentiellement bons ». C'est comme ça qu'il s'appelle en français, de Richard Schwartz, donc moi je l'ai en anglais ici, « No Bad Parts ». Et puis, je me suis rappelé que j'avais aussi la thérapie de l'enfant intérieur. Je l'ai vu dans ma bibliothèque, ce livre-là. J'ai plongé mon nez dedans, replongé, et j'ai vu une citation d'Alice Miller. Et là, j'étais là, oh, c'est vrai, il y a Alice Miller aussi. Mais oui, Alice Miller. Et ça me semble juste de commencer par les apports d'Alice Miller, et en particulier celui sur le 4e commandement pour cet épisode, parce que c'est cet apport-là, c'est lui qui explique les résistances auxquelles on peut se heurter quand on commence un travail sur soi. Tout travail sur soi, sur nos traumatismes, nous emmènera inévitablement dans l'enfance. Et pourtant, on est nombreuses à pas vouloir y aller. Soit on veut pas y aller, soit on se souvient pas de grand-chose, soit on se convainc qu'il n'y a rien à voir. Tout allait bien, mes parents ont fait tout ce qu'ils ont pu pour moi, il n'y a pas de sujet. Les stratégies 2 et 3, c'était les miennes. Donc, stratégie 2 et 3, c'est on se souvient pas de grand-chose, on se convainc qu'il n'y a rien à voir. C'est pas que je voulais pas parler de mon enfance, c'est que je voyais pas bien ce que je pourrais y trouver. En fait, les seuls souvenirs que j'avais, c'était des souvenirs complètement banaux, de lieux, d'événements quotidiens, de choses qui sortaient de l'ordinaire, de voyages qu'on avait pu faire avec mes parents, mais qui étaient ou des événements banaux qui auraient pu être des traumatismes, mais qui étaient très loin de moi, genre la mort d'une grande tante, un truc comme ça. Donc pas grand-chose au potentiel traumatique. Et ça fait plus de 5 ans maintenant que je suis sur ce chemin. Et il y a tellement de souvenirs qui me sont revenus, qui avaient complètement disparu. Et tellement de souvenirs que je réalise le travail immense qu'avait fait mon subconscient, mon corps, pour me permettre de fonctionner, juste, sans être hanté par ces souvenirs, et puis aussi pour respecter le 4e commandement. De façon subconsciente, inconsciente bien sûr. Subconsciente, je préfère, parce qu'inconsciente, ça fait vraiment comme si on n'avait pas d'accès. Subconsciente. Le 4e commandement, c'est quoi ? Dans la Bible, c'est « Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que le Seigneur, ton Dieu, te donne. » Donc, Dieu a voulu, dans la religion catholique, dans la Bible, qu'après lui, nous honorions nos parents, à qui nous devons la vie, et qui nous ont transmis la connaissance de Dieu. Donc on est tenu d'honorer et de respecter tout ce que Dieu, pour notre bien, c'est très important ce pour notre bien, a revêtu de son autorité. Et si on fait ça, on aura une longue vie harmonieuse sur terre. Et sinon, on sera puni par Dieu. Donc ce commandement vient de la Bible, bien sûr, et il ne s'agit pas uniquement de religion. Et c'est là que c'est important, parce que peu importe qu'on soit catholique, religieux, n'importe quelle religion, c'est pas le sujet. Ce commandement, il est devenu culturel. Et ça, Alice Miller, elle le souligne bien. Elle dit que ce commandement, il a infiltré tous les domaines, du milieu familial à la justice, en passant par les milieux thérapeutiques aussi. Donc ici, je vais lire un extrait. Si vous voulez aller regarder, c'est page 16 du livre. Donc Alice Miller, dans le passage, elle parle du thérapeute, justement. Et donc elle dit « Ce dont nous avons besoin, c'est d'un accompagnateur engagé, capable de partager notre horreur et notre indignation lorsque nos émotions nous feront découvrir ensemble nos souffrances de petit enfant. Tout ce que nous avons pu endurer
parfois dans une totale solitude, lorsque notre âme et notre corps luttaient pour survivre. Nous avons besoin d'un pareil accompagnateur, que je nomme témoin lucide, pour rejoindre et assister cet enfant qui est en nous, pour nous faire déchiffrer notre langage corporel et répondre à nos besoins, au lieu de les ignorer, comme ce fut longtemps le cas, comme le firent autrefois nos parents. J'insiste sur ce point. Avec l'aide d'un accompagnement compétent, non pas neutre, mais notre allié, il est possible de trouver sa vérité. Puis après, une page plus loin, elle dit « Sous l'emprise du 4e commandement, la grande majorité des thérapeutes promeuvent auprès des patients venus leur demander secours les principes éducatifs dans lesquels ils ont été élevés. Eux-mêmes sont fixés à leurs parents par les innombrables liens de leurs vieilles attentes, baptisent cela amour et tentent de se persuader que c'est la bonne solution. Ainsi, ils prêchent le pardon en affirmant qu'il conduira à la guérison et ne semblent pas s'apercevoir qu'il s'agit d'un piège dont ils sont prisonniers. Le pardon, en effet, n'a encore jamais guéri personne. » Et ça, c'est très important d'en avoir conscience. La résonance, la compassion qu'on pense pouvoir trouver pour notre enfant intérieur, avec l'aide d'un thérapeute et qu'on peut ne pas trouver, même dans un setting thérapeutique, c'est un obstacle à la guérison de ce qui a besoin d'être ressenti et libéré dans le corps. Donc Alice Miller, elle continue et elle dit « En fait, nous vivons depuis des millénaires sous l'emprise d'un commandement que jusqu'ici quasiment personne n'a remis en question, car il conforte l'attachement de l'enfant délaissé à ses parents. Nous nous comportons donc comme si nous étions encore des enfants qui n'ont pas le droit de remettre en question les ordres de papa et maman. Nous devrions pourtant, en adultes conscients, nous autoriser à formuler nos questions, même si nous savons combien dans le passé elles auraient choqué nos parents. » J'y vais doucement parce que ça, c'est juste l'introduction du livre d'Alice Miller. Ça remet beaucoup de choses en question. C'est intense. Donc je vais lire un dernier passage. Elle nous dit « J'ai tenté dans tous mes livres de montrer comment les méfaits de la pédagogie noire, lorsqu'ils ont marqué notre enfance, vont plus tard peser sur notre vie, affaiblir voire étouffer notre vitalité et la perception de notre identité, de nos sentiments et de nos besoins. La pédagogie noire, rappelons-le, produit des êtres disciplinés qui ne peuvent faire confiance qu'à leur masque, car ils ont vécu toute leur enfance dans la crainte d'une punition. Ils ont subi un dressage selon le principe « je t'élève ainsi pour ton bien, et si je te bats ou te torture par mes paroles, c'est uniquement dans ton intérêt. » Dans son roman « Être sans destin », un ouvrage devenu célèbre, l'écrivain hongrois Imre Kertész, j'imagine qu'on dit comme ça, prix Nobel de littérature, relate son arrivée à l'âge de 15 ans au camp d'extermination d'Auschwitz. Il décrit très précisément comment il a systématiquement essayé de trouver dans ces atrocités quelque chose de positif et de bénéfique afin de ne pas être submergé par la peur. Tout enfant maltraité doit sans doute adopter ce genre d'attitude pour survivre. Il tronque ses perceptions et tente de voir un bienfait dans ce qui, pour un regard extérieur, est manifestement un crime. Un enfant n'a pas le choix. Si, faute de témoins secourables, il se trouve totalement à la merci de ses persécuteurs, il est contraint au refoulement. Et puis ensuite, elle parle de l'importance de la thérapie et de l'importance que ce soit dans le corps. Ce n'est que plus tard, à l'âge adulte, s'il a la chance de rencontrer un témoin lucide, qu'il aura une alternative. Il pourra accéder à sa vérité, cesser de s'apitoyer sur son bourreau, renoncer à s'efforcer de le comprendre et de ressentir à son égard des sentiments qu'il n'a pas vécus. Il pourra condamner sans ambiguïté le traitement qu'on lui a infligé. Cette démarche entraîne un grand soulagement pour le corps, qui dès lors n'est plus obligé de se rebeller pour rappeler à l'adulte la tragique histoire de son enfance. Il se sent compris, respecté et protégé par cet adulte, à présent décidé à connaître toute sa vérité. Et puis un dernier mot sur le corps, elle nous dit « Le corps ne comprend absolument pas cette morale, il n'a que faire du 4e commandement, et à la différence de notre raison, il ne se laisse pas duper par de belles paroles. Le corps est le gardien de notre vérité, car il porte en lui l'expérience de toute notre vie et veille à nous la rappeler. Il nous oblige, en manifestant divers symptômes, à accéder à cette vérité, également sur le plan cognitif, afin que nous puissions communiquer harmonieusement avec l'enfant méprisé et humilié qui vit toujours en nous. » Cette lecture, elle a été hyper intense pour moi. C'est le livre d'Alice Miller qui s'appelle « Notre corps ne ment jamais ». Donc je vais doucement ici parce que ça peut être intense. Et si tu as besoin de mettre l'épisode en pause, fais.
parce que c'est vraiment potentiellement un changement de paradigme complet. Ce qu'elle est en train de nous dire, en fait, c'est, et elle le dit, elle l'écrit plus tard dans le livre, c'est « je ne suis pas obligée d'aimer mes parents ». Pour moi, ça a été une énorme claque. Ça a été une énorme claque, et cette libération, elle est nécessaire si on veut pouvoir aller vraiment à la rencontre de notre enfant intérieur, à la rencontre de toutes les parts de nous. Je vais y venir avec la grille de lecture de l'IFS. Si on veut pouvoir être véritablement à l'écoute, dans l'ouverture de ce qui a besoin d'être partagé, il n'y a que comme ça que la guérison, elle peut se produire. Tant qu'on s'oblige, de façon consciente ou inconsciente, à ressentir des choses qui n'ont pas été ou qui ne sont toujours pas d'ailleurs ressenties, parce que je dois aimer mes parents, il y a ce 4e commandement, on n'est pas dans notre authenticité. Et je me souviens que je discutais avec quelqu'un, je sais plus qui m'avait dit ça, où on parlait de ça, et elle me disait, le 4e commandement, c'est tu honoreras tes parents, et honorer, c'est remettre à sa juste place. Et parfois, la juste place, c'est très loin. Donc le 4e commandement, il nous dit pas d'ailleurs tu dois aimer tes parents, il nous dit tu dois honorer. C'est pas la même chose. Et donc ce que je disais, tant qu'on s'oblige à ressentir de façon consciente ou inconsciente des choses qu'on n'a pas ressenties à l'époque et qu'on ressent peut-être toujours pas aujourd'hui, on n'est pas dans notre authenticité. Ce mot-là, il est clé. On est encore et toujours dans cette dynamique dont parle Gabor Maté, du sacrifice de notre authenticité au profit de l'attachement. Ici, de l'attachement avec nos parents, c'est toujours le cas, des personnes en tout cas qui se sont occupées de nous, qui ont fait figure de parents, si c'est pas nos parents biologiques. Et l'attachement, encore une fois, l'enfant doit le conserver à tout prix pour survivre. Il y a cette sagesse à l'intérieur de l'enfant, il le sait, que sans ses parents, il va pas pouvoir survivre. Mais une fois adulte, on doit pouvoir relâcher ça. Et la guérison, elle passe par la reconquête de notre authenticité. Le travail avec ce qu'on appelle notre enfant intérieur, c'est ça. C'est pas juste regarder les dessins animés qu'on aimait bien quand on était petit, c'est pas juste faire des coloriages ou des mandalas, parce qu'aujourd'hui on fait des mandalas, jouer à des jeux de société, tout ça c'est super. Et ça revient naturellement en fait, quand on renoue avec la vitalité qui vient de la guérison de ces parts jeunes de nous. Ces activités, ça devient des élans de vie, plutôt que des choses un peu artificielles qu'on nous a proposées dans tel ou tel programme ou qu'on a vu sur telle et telle vidéo sur les réseaux sociaux qui nous proposent de travailler avec notre enfant intérieur. Et parfois, c'est pas très confortable ce travail. Je me souviens, quand j'ai commencé le travail sur moi, vraiment au niveau du système nerveux, je parle pas juste de développement personnel, à lire des choses qui n'étaient pas du tout incarnées. Je me souviens que dès que j'ai commencé à faire à ce niveau-là, dès que j'arrivais à ralentir assez pour me connecter vraiment à moi, je me mettais à pleurer. Et vraiment des grosses sanglots d'enfant, comme s'il y avait une fontaine, mais intarissable à l'intérieur de moi. Et je me disais que ça allait jamais s'arrêter. Ça a duré des mois. Et plus j'étais en contact ensuite avec les parts de moi, plus ça s'est apaisé. Cet enfant intérieur, en fait, c'est par ce qu'on appelle en IFS les parts exilées, ces parts très jeunes de moi. En fait, c'est cette sensation qu'elles étaient comme sous la surface. Et mes parts protectrices, elles faisaient ce qu'elles pouvaient pour me garder en mouvement, pour surtout pas que j'aille connecter à l'intérieur, que je sois pas en contact avec ça. Et dès que je l'étais, hop, elles émergeaient. Je vais revenir sur les parts après. Dans le livre La thérapie de l'enfant intérieur, alors j'étais persuadée que j'ai noté dans mes notes le chapitre 8, mais c'est pas le chapitre 8, donc il y a un chapitre qui commence avec cette citation de Paulo Coelho, donc je me le suis reportée sur mes notes, donc je vais vous la lire. Cette citation c'est « Nous devons écouter l'enfant que nous étions autrefois, l'enfant qui existe à l'intérieur de nous. Cet enfant comprend les moments magiques, nous pouvons étouffer ses cris, mais nous ne pouvons pas faire taire sa voix. » Cette dernière phrase, elle est exceptionnelle. Nous pouvons étouffer ses cris, mais nous ne pouvons pas faire taire sa voix. Et puis dans ce chapitre 8, donc, sont évoquées assez rapidement dans ce livre-là, mais sont évoquées les parts protectrices. Ici, je vais m'appesantir sur les parts parce que je veux amener la lunette de l'IFS. L'IFS, c'est Internal Family Systems. C'est la thérapie créée et proposée par Richard Schwartz. J'avais fait un épisode sur le travail avec les parts, c'est l'épisode 26 du podcast, donc si tu veux aller écouter pour avoir un peu comme les bases des fondations là-dessus, va écouter cet épisode. Moi, j'ai été d'abord suivie et puis je me suis formée à l'IFS et c'est vraiment une modalité qui m'a changé la vie. Je crois que ce que j'aime par-dessus tout dans l'IFS et ce qui est déjà guérisseur en soi, sans même presque avoir commencé le travail, sans même avoir fait aucune séance d'IFS, c'est le postulat de base de l'IFS. Et le postulat de base, c'est toutes les parts
sont les bienvenues. Même nos parts les plus protectrices, les plus extrêmes, les plus violentes, les plus jalouses, les plus critiques, toutes nos parts sont les bienvenues. Et quand on veut travailler avec des épisodes de l'enfance, ça c'est crucial. Un enfant qui a été abusé en tant qu'adulte, c'est complètement normal qu'une fois qu'il sort de l'effondrement, il ressente de la colère, il ressente peut-être même de la rage, des envies de vengeance, qu'il y ait de la violence qui sortent parce que toutes ces réponses défensives qui n'ont pas pu se produire, elles étaient bien là dans le corps, elles étaient coincées dans son système nerveux. Et donc la posture du thérapeute et la posture qu'on peut avoir avec soi-même, envers ses propres parts, qu'elles soient toutes les bienvenues, c'est fondamental ici. Sinon, on repart illico dans la répression de nos réponses défensives, de nos instincts de survie, de l'intuition que ce qui se passe n'est pas OK. De ce qu'on a fait dès le début, c'est-à-dire sacrifier notre authenticité au profit de l'attachement. Parce qu'à ce moment-là, c'était plus important. On repart dans cette répression. Sur le sujet de l'IFS et de cette posture juste extraordinaire qui est enseignée avec l'IFS, je me souviens, je parlais avec une amie qui traversait quelque chose de difficile et qui ressentait beaucoup de colère, notamment vis-à-vis de sa famille. Et elle me dit, on en parle, qu'elle est suivie par quelqu'un, tu sais, elle me dit, moi, ma thérapeute, elle est incroyable, j'ai jamais vu quelqu'un qui m'accueille comme ça dans tout ce que je suis, avec les idées vraiment pas cool que j'ai vis-à-vis de ma famille. Et je lui dis, ah oui, c'est qui ? Et elle me donne le nom, et c'était une de mes assistantes sur ma formation d'IFS, donc quelqu'un qui pratique l'IFS depuis assez longtemps. Et j'ai dit à mon amie, bah oui, en fait, c'est la base de ce qu'on apprend en IFS, et c'est génial, elle a l'air vraiment de l'incarner complètement, c'est absolument magnifique. Quand on fait le travail avec les parts de nous, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on travaille avec ce qui est présent, avec les parts qui sont là, et on fait de la place jusqu'à ressentir de la compassion pour chaque part. Et donc, qu'on fasse le travail avec un thérapeute ou qu'on le fasse de soi à soi, si voilà, on a beaucoup pratiqué, qu'on a un peu d'autonomie, le thérapeute, il est forcément allié dans le processus. Forcément. Parce qu'on travaille ensemble pour faire la place jusqu'à arriver à cette compassion. Et la posture du thérapeute, c'est d'être dans ce qu'on appelle le self, dans cette compassion. Et ça, c'est extraordinaire et c'est hyper précieux. Ce dont parlait Alice Miller tout à l'heure, on a besoin d'un thérapeute qui soit engagé, qui soit un allié. Bah, en fait, c'est nécessairement ça. Si le thérapeute incarne ce qui est enseigné en IFS, c'est nécessairement ça dans le travail avec les parts. Cette posture, c'est ce que je cultive pour moi-même au maximum. On n'y arrive pas toujours, c'est normal, hein, on est humain. Et c'est ce que je transmets aux participants de mon programme Arise parce que je suis convaincue que on n'a pas besoin d'être thérapeute pour ça, et qu'en comprenant les concepts, quand je dis on n'a pas besoin d'être thérapeute pour ça, c'est pour ressentir cette compassion hein, envers soi, envers l'autre, et voilà, en comprenant les concepts, en fait, en cultivant le partage dans la compassion, dans la bienveillance, voilà, quand on en parle, quand on est en groupe, on peut arriver à avoir cette posture-là pour soi, pour nous-mêmes, pour toutes nos parts. Et je le vois encore et encore. Voilà, moi j'ai la chance de voir les personnes dans Rise qui évoluent sur 3 mois, sur 4 mois, sur 6 mois, sur 1 an, parce qu'après on est dans le Rise Alumni et je les suis pendant longtemps et je vois cette posture qui change, cette curiosité qui est là pour des parts, voilà, envers lesquelles la personne elle était super agacée avant ou elle voulait s'en débarrasser. Maintenant, il y a en tout cas cette compassion et cette curiosité qui sont là et du coup, ces parts, elles sont moins fortes aussi. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça enlève une charge. S'il n'y a pas voilà, ma critique intérieure qui se mord ou une autre part qui arrive qui agace et une autre qui a peur de cette part-là, etc., il y a de la place, ok ? Il y a de la place. Si je ressens de la colère, par exemple, pour ce qui m'est arrivé, et que je peux remplacer la critique, la culpabilité, la honte de toutes les autres parts qui arrivent avec, en me disant que voilà, je devrais pas ressentir ça, que mes parents ont fait de leur mieux, etc., que je peux juste être avec ma colère, avec compassion, voilà, même si ça peut être un passage émotionnel un peu intense, parce que je vais m'autoriser à ressentir aussi cette colère, c'est tellement plus léger, comme ça, c'est tellement... Et presque, j'ai envie de dire, plus simple aussi. Ça veut pas dire que c'est facile, mais c'est dans la simplicité. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Et je termine sur ce point pour le sujet de la résistance qu'on peut avoir à aller faire ce travail sur notre enfance, sur notre enfant intérieur. Ce qu'il faut comprendre, et je vais utiliser des termes juridiques ici pour illustrer, parce que j'ai fait des études de droit et c'est la meilleure explication qui m'est venue de ça. C'est qu'il y a blessure involontaire. Donc, dans la blessure involontaire, il y a bien une faute, il y a bien un coupable. C'est ce qu'il faut en droit pour que quelqu'un, voilà, paye pour ce qu'il a fait. Mais ici, la différence, c'est l'intention. Ok, et si t'es sur ce chemin,
Tu sais que le trauma, il se passe de génération en génération et que tes parents ou les personnes qui se sont occupées de toi, elles ont fait avec ce qui leur avait été transmis. Et c'est ça qu'on veut dire quand on dit ils ont fait de leur mieux. Okay, souvent en toute bonne intention. Mais le fait qu'il y ait blessure involontaire n'empêche pas qu'il y ait blessure. Et n'empêche pas qu'il y ait un coupable et n'empêche pas qu'il y ait une faute. Et pour ça, notre enfant intérieur, il a besoin que justice soit faite, en s'autorisant à ressentir toute la colère, la haine parfois, jusqu'à pouvoir effectuer les réponses défensives qui auraient voulu se produire et qui n'ont pas pu se produire. Ça, c'est le travail qu'on fait en Somatic Experiencing, où on va s'autoriser vraiment dans le corps. Alice Miller, elle disait, le corps n'a que faire du 4e commandement. Ok, la vérité, elle va venir du corps. Et donc, on laisse se faire ça. Quand on travaille en travail somatique, on va s'autoriser à serrer les poings et à donner, voilà, dans le vide ou sur un coussin, hein, à donner les coups qu'aurait voulu partir pour se défendre. On va s'autoriser à sentir nos muscles, ok, à sentir, à récupérer notre force, à sentir que maintenant, j'ai la force de me défendre. Et ça, c'est tellement important parce que c'est à ce moment-là qu'on sort vraiment de l'impuissance et qu'il y a quelque chose d'énorme qui se guérit en nous. Si on se laisse ressentir et puis on laisse nos impulsions avoir lieu. Mais avant de pouvoir faire ça, souvent ce qu'on va rencontrer, c'est des parts protectrices. Et je vais lire vraiment juste quelques lignes de la thérapie de l'enfant intérieur à la page où ils en parlent. Ils disent « Les protecteurs, donc les parts protectrices, les protecteurs sont persuadés que les exilés sont dangereux, que leurs ressentis et leurs caractéristiques mettent en péril un équilibre durement acquis lors du processus de suradaptation à l'environnement familial, social et culturel. » Et c'est ce qui se passe effectivement. Ce qui se passe, c'est qu'au lieu de se construire, quand il y a un environnement qui est chaotique, qui est abusif, au lieu de se construire depuis notre moi authentique, puisqu'on a dû le sacrifier au profit de l'attachement, encore une fois, sont les parts protectrices de nous qui prennent le relais. Et on se retrouve enfermé dans des comportements, dans des rôles, soit dont on n'a même pas conscience, soit souvent qu'on aimerait bien changer. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Parce que comme leur nom l'indique, les parts protectrices, elles sont là pour nous protéger de l'intensité de toutes ces parts très jeunes qu'on appelle les exilés, effectivement. Parler des exilés, là, dans le livre. Toutes ces parts très jeunes qui portent qui portent des fardeaux très très lourds, elles sont appelées exilées. Alors pourquoi exilées ? Parce que ce sont ces parts qui portent la souffrance, qui portent le deuil, qui portent la honte, qui portent toute l'intensité des blessures, en fait, qui sont présentes suite à ce qui nous est arrivé. Et donc elles ont été exilées bien loin dans notre système par les parts protectrices, dont le rôle, c'est de s'assurer qu'on ne ressente plus jamais ça. Ok. Et si tu y penses, là, en m'écoutant, vraiment, si on y pense, c'est très fonctionnel. On pourrait pas opérer au quotidien si on était rongé par des niveaux mortifiants de honte en permanence, ou si on était dans un processus de deuil intense, ou si on était en permanence au sommet, au pic de notre souffrance. Ce serait impossible, on pourrait pas fonctionner. Donc, les parts qu'on rencontre souvent en premier sont les parts protectrices. Et on peut pas parler de travail avec l'enfant intérieur, avec nos enfants intérieurs en réalité, parce que ce qu'on dit en IFS, c'est qu'il y a plusieurs parts exilées qui portent des fardeaux différents, qui ont des âges différents aussi, parce qu'il nous est arrivé des choses à des âges différents. On peut pas bypasser, court-circuiter les parts protectrices. Dans No Bad Parts, donc Richard Schwartz, j'ai mis des petits post-it, mais je l'ai traduit, donc je vais vous lire mes notes ici. Richard Schwartz, il nous dit dans No Bad Parts, « J'ai appris il y a de nombreuses années l'importance de respecter les protecteurs et leur droit de protéger le système et de ne pas être mis à l'écart. Les systèmes intérieurs chargés sont des environnements sensibles et nous devons les approcher et les visiter en conséquence. Vos protecteurs ont passé leur vie à essayer de vous tenir à l'écart de vos exilés. Il faut donc d'abord les consulter et les convaincre qu'il y a une bonne raison de vous laisser y aller. Nous n'allons pas vers les exilés sans la permission des protecteurs. » Donc c'est ce que je disais, on ne court-circuite aucune part, on va toujours au rythme où le système de la personne nous autorise. Et ça, c'est aussi un travail qu'on fait dans mon programme Arise, apprendre à être avec nos parts protectrices, à mieux les connaître, à les rassurer et à négocier avec elles quand c'est nécessaire. Et puis quand on fait ça et qu'on a créé une relation qui est une relation suffisante de confiance en fait avec nos parts protectrices, on va avoir accès aux parts exilées. Et là, notre travail, c'est d'écouter avec compassion. Si on est en présence d'un thérapeute, on pourra aller jusqu'à l'action correctrice, au déchargement. Et si on n'est pas avec un thérapeute, il y a déjà énormément de soulagement qui vient du fait de pouvoir se mettre à l'écoute, de pouvoir créer ce contact entre nos parts et notre moi authentique, ce qu'on appelle le self.
en IFS, le soi. Dans No Bad Parts, Richard Schwartz explique ce qu'est le self et ce que le self n'est pas aussi. Et il nous dit, dans les premiers temps du développement de l'IFS, j'ai constaté que lorsque je guidais mes clients dans ces exercices et que leur part s'ouvrait à l'intérieur, ils se transformaient spontanément en self. C'était comme si la même personne émergeait chez différents clients. Alors j'ai commencé à cataloguer les qualités qu'ils manifestaient. Et c'est ainsi que j'ai dressé la liste suivante. Curiosité, compassion, clarté, connexion, créativité, courage, confiance et calme. Et il continue, il nous explique là les 8 C, c'est ce qu'on appelle les 8 C en IFS. Et il nous dit, bien qu'il n'y ait pas d'ordre séquentiel dans ces C, je trouve que la première qualité à se révéler est souvent la curiosité. La compassion, en tant qu'aspect spontané du self, m'a époustouflée, car j'avais toujours supposé et appris que la compassion était quelque chose que l'on devait développer. Il y a cette idée, en particulier dans certains cercles spirituels, qu'il faut développer le muscle de la compassion au fil du temps, parce qu'elle n'est pas inhérente. Là encore, il s'agit d'une vision négative de la nature humaine. Pour être clair, ce que j'entends par compassion, c'est la capacité d'être en soi, donc à l'intérieur de soi, avec quelqu'un lorsqu'il souffre vraiment, et de compatir, mais sans se laisser submerger par la douleur. Vous ne pouvez le faire que si vous l'avez fait avec vous-même. C'est-à-dire que si vous pouvez être avec vos propres exilés, sans vous amalgamer et sans être submergé par eux, mais en leur montrant de la compassion, en les aidant, alors vous pouvez faire la même chose avec quelqu'un qui souffre, qui est assis en face de vous. C'est ce qu'on se propose de faire avec notre enfant intérieur. Et voilà pourquoi, pour moi, l'IFS, c'est vraiment une des meilleures modalités pour ça, parce qu'elle a en son cœur, ce que je disais au début, ce postulat de base, elle a en son cœur la compassion, la curiosité, la clarté, qui permettront d'être véritablement là pour toutes les parts de nous et pour toutes les parts jeunes de nous, ces fameuses exilées. Et il ne faut pas oublier qu'une grande partie de ce travail se passe dans le corps. D'ailleurs, c'est fabuleux quand on commence à faire le lien entre des sensations, des ressentis et certaines parts de nous. C'est vraiment comme si on commençait à décrypter des hiéroglyphes, quelque chose qui était mystérieux pour nous et qui jusque-là devient clair et compréhensible. Un exemple de ça, moi j'avais toujours des frissons, je l'ai partagé souvent dans Rise, j'avais souvent des frissons dans le haut de la colonne vertébrale et je savais juste pas ce que c'était. Et j'ai pu connecter ça très très clairement en faisant ce travail avec la honte, avec une part de moi qui avait honte. Et ça me faisait des frissons dans le haut de la colonne vertébrale. Voilà, pour quelqu'un d'autre, ce sera une autre sensation, pour quelqu'un d'autre, ce sera une image. Voilà, mais quand on commence à pouvoir faire des liens comme ça, il y a une connaissance de notre système qui s'installe, qui est juste extraordinaire. Et ce lien avec le corps, Alice Miller, elle le rappelle très bien en introduction de son livre, rien que dans le titre, le titre c'est « Le corps ne ment jamais ». Et dans l'introduction, elle évoque, sans la nommer, mais elle évoque l'ACE Study, qui est la plus grande étude jamais réalisée sur le lien entre l'adversité dans l'enfance et les maladies plus tard dans la vie. Si tu l'as pas encore écouté, va écouter l'épisode 57 du podcast dans ma série sur la biologie du trauma. Je raconte tout le déroulé, les découvertes de cette étude. C'est passionnant et c'est vraiment une fondation, c'est fondationnel parce que c'est depuis cette étude, en fait, personne ne peut plus nier le lien entre le corps et l'esprit, entre les maux psychiques et les maux physiques, entre les traumatismes et les problèmes de santé. Cette étude, elle a montré, en fait, sur un échantillon de 17 000 personnes, je peux pas m'empêcher de le dire parce que c'est juste incroyable. Donc si t'as déjà écouté l'épisode 57, ça fera un rappel. Donc cette étude, elle a montré sur un échantillon de 17 000 personnes, donc c'est pas juste un petit échantillon d'un groupe contrôle de 12. Hein. En fait, elle a montré ce que disaient les écrits millénaires de médecine comme l'Ayurveda, comme la médecine chinoise. C'est, on n'a pas un moi et un corps, on a le corps, c'est un aspect du moi. Et en fait, cette étude, elle a vraiment prouvé ça, en prouvant le lien entre l'adversité dans l'enfance et des maladies plus tard dans la vie. C'est pas comme si mon moi peut vivre tout ça et puis il y a mon corps sur le côté et puis mon corps il est indemne. Non, mon corps ça fait partie de mon moi. Et c'est pour ça que le corps, on ne peut jamais le laisser de côté dans un parcours thérapeutique. Parce que sinon, c'est même pas que ce qu'on fait est incomplet. Souvent on dit ça, bah du coup on travaille pas avec l'ensemble, c'est pas complet. C'est même pas ça. C'est qu'on a de grandes chances de faire carrément fausse route. Et c'est intéressant parce que dans ma pratique de breathwork, qui est une pratique uniquement dans le corps, pour le coup, uniquement avec la respiration, très souvent, il y a des personnes qui rapportent avoir rencontré leur enfant intérieur. Très, très, très souvent, à chaque séance. Parce que tout ce qui est de l'ordre de la mémoire implicite, de ce qu'il nous a fallu oublier, nier, tout ce dont on a dû se couper,
n'a pas disparu. Ça a plongé, ça a juste plongé dans les profondeurs de notre subconscient. Et le subconscient, comme le dit Candace Pert, c'est une des premières femmes dans les années 70 à avoir montré le lien entre les émotions et les effets des émotions sur le corps. Elle a écrit un livre qui s'appelle Molecules of Emotions. Et après, elle a écrit un deuxième livre qui s'appelle Notre subconscient et notre corps. Okay. Donc, comme elle le dit, ça a donc plongé tout ce dont on a dû se couper dans les profondeurs de notre subconscient. Et notre subconscient, il est où? Il est dans le corps. Une citation aussi qu'il y a dans ce livre, une citation de Martin Heidegger, que je trouve tellement adéquate. Martin Heidegger, il dit « Jamais nous n'avons eu autant de connaissances sur l'homme et jamais nous n'avons su aussi peu ce que c'est que d'être humain. Jamais on n'a eu autant de connaissances sur l'homme et jamais on a su aussi peu ce que c'est que d'être humain. » Et je le dis souvent que le travail avec le système nerveux, pour moi, c'est réapprendre à être humain. C'est la proposition de ce podcast, c'est l'invitation de mon programme Rise, de mes séances de breathwork, de tout ce que je fais au sein de ma communauté 360 Essentiels aussi, avec doTERRA, dans laquelle je vois les personnes se transformer, retrouver leur ambition, leur rêve d'enfant aussi qui avait été oublié ou abandonné en chemin parce que, voilà, life happens et puis une obligation après une obligation après une obligation. Tous ces rêves d'enfant, ils avaient été mis un peu dans un tiroir. Et puis là, voilà, il y a ça peut être un chemin thérapeutique, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être une nouvelle source de revenus aussi, parce que ça va nous permettre de faire plusieurs choses ou de donner vie à des choses qu'on avait mis de côté, peut-être faute de moyens aussi, c'est possible. Voilà, il y a tout ça qui peut remonter à la surface et c'est tellement beau quand c'est le cas. J'ai envie de terminer sur ces vers de Victor Hugo, c'est les premiers vers de son poème qui s'appelle « Quand l'enfant paraît ». Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille fait briller tous les yeux. Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se dérident soudain à voir l'enfant paraître, innocent et joyeux. J'adore ces vers, ils m'émeuvent énormément. C'est tellement beau, il y a juste toute la beauté de l'enfant en 8 lignes dans ce début de poème. Voilà, donc je te souhaite du fond du cœur que tes yeux recommencent à briller, à s'émerveiller. Quand le traumatisme est processé, quand l'énergie de survie elle est libérée, c'est ça qui revient, véritablement. Et avec ça, se termine notre série Back to Basics. Je te retrouve très vite pour d'autres épisodes dans Pas de soucis. Merci d'être là encore une fois et à très vite.